J'espère que vous n'allez pas être trop déstabilisé par l'accent de la Méditerranée, l'un des accents de la Méditerranée. Alors, mon objectif sera double. D'une part, vous parler, vous entretenir de l'émergence, bien entendu, mais aussi de la diffusion sur tout le pourtour méditerranéen du néolithique, et puis, peut-être un peu plus rapidement, ensuite, ébaucher une évolution de ces sociétés au cours du néolithique jusqu'à la phase finale de cette période, c'est-à-dire à l'arrivée, au début de l'âge du bronze. Alors, compte tenu du temps imparti, je ne vais pas me lancer dans de grandes interrogations, mais vous placer en quelque sorte dans une perspective strictement archéologique. Autrement dit, pour aborder ces questions, nous allons les suivre à partir des images que je vais vous présenter. Alors, voilà donc l'espace que je vais traiter, l'espace de la Méditerranée, que vous avez ici, n'est-ce pas? Sachant que le néolithique est né au Proche-Orient dans cette zone, ici, je ne sais pas si on voit bien le pointeur, et puis qu'il a diffusé progressivement jusqu'à la péninsule ibérique. Et vous montrer donc ensuite comment les choses se sont passées, ont évolué au fur et à mesure que cette période avançait dans le temps. Mais auparavant, je tiens à me placer d'un point de vue plus général, n'est-ce pas, et vous montrer qu'en fait, il n'y a pas eu qu'un pôle de naissance du néolithique qui est le Proche-Orient, que vous avez ici. Il y a eu divers pôles à travers le monde, et à des époques différentes, d'émergence des premières civilisations paysannes, puisque le néolithique, c'est le début des premières civilisations agricoles, agro-pastorales. Alors, l'intérêt du Proche-Orient, évidemment, que vous avez ici, voilà, c'est qu'il a été à la base de la domestication de certaines espèces animales et végétales, dont l'orge, le blé, les légumineuses. Et vous vous rendez compte qu'il y a d'autres foyers du néolithique, mais que le Proche-Orient et peut-être aussi la Chine à peu près à la même époque, les chronologies sont un peu moins calées pour la Chine, n'est-ce pas? Eh bien, sont les deux pôles principaux dans l'ancien monde. Ensuite, il y a le pôle africain, mais le pôle africain est tardif, comme vous pouvez le voir. Autrement dit, la domestication des plantes africaines est quelque chose de tardif. On a ensuite un autre pôle ici, en Nouvelle-Guinée, mais qui n'a pas une grande diffusion. Et puis, il y a les pôles américains, essentiellement le plus ancien, c'est le Mexique, bien entendu. Certainement des pôles de domestication des plantes andines, et puis des pôles peut-être un peu plus récents. Voyez ? Donc, en réalité, il y a plusieurs berceaux d'apparition du néolithique. Et nous allons nous intéresser au Proche-Orient. Les flèches un peu partout indiquent les zones de diffusion de ces processus de domestication des plantes et des animaux. Alors, le Proche-Orient, c'est le plus ancien foyer connu, n'est-ce pas? Et je vais d'abord en résumer les étapes, si vous voulez, avant de passer au sujet proprement dit, qui est celui de la diffusion dans l'espace méditerranéen, et puis de l'évolution de ce néolithique lui-même. Alors, au Proche-Orient, n'est-ce pas, comment les choses se passent? Il faut bien comprendre que la transmission, le passage de l'économie de chasse-cueillette, qui a été la seule économie de l'humanité pendant quelques 3 millions d'années au néolithique, n'est pas un processus brutal, une rupture brutale. C'est un processus de temps long, bien entendu. Alors, comment les choses se sont passées au Proche-Orient? Eh bien, en gros, de 12 000 à 10 000 avant notre ère, on commence à voir des chasseurs, cueilleurs, des épipaléolithiques, les Natoufiens, qui commencent à se sédentariser, ou à se subsédentariser. C'est-à-dire qu'ils commencent à vivre dans des maisons, n'est-ce pas, souvent bâties à flanc de coteaux, les coteaux les talus sont creusés, délimités par des murs, par des assises dans les parties inférieures. Les parties supérieures devaient être évidemment en matériaux plus légers. Et cette sorte de subsédentarisation des chasseurs se double en quelque sorte de la présence à proximité de l'habitat et parfois dans l'habitat même de sépultures. Au fond, en même temps que les gens se stabilisent, ils tiennent à garder leur mort auprès d'eux, n'est-ce pas? Et en même temps, donc, apparaît la nécropole.
Et puis, au Proche-Orient, mais il y a des exemples plus anciens, le chien domestique est attesté déjà dès cette époque-là. On est donc entre 12 000 et 10 000. Puis ensuite, entre 10 000 et 8 700 avant notre ère, au cours d'une phase qu'on appelle, dans notre jargon d'archéologue, le PPNA, le néolithique précéramique A. Parce que vous allez voir qu'au Proche-Orient, le néolithique se constitue, en quelque sorte, en dehors de la présence de la céramique. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Eh bien, au cours du PPNA, on va voir ce type de maison se répandre, en quelque sorte, dans une zone qui va depuis le corridor levantin, pratiquement jusqu'aux Zagros. Alors là, vous avez des cabanes qui appartiennent à la phase ancienne du PPNA, ce qu'on appelle le Kiamien. Vous voyez, ce sont des habitations en fosse, avec des sortes de murets, de dalles levées, de murets construits tout autour. Ça, c'est un site syrien, Wadi Tumbak, qui est fouillé par notre collègue Abbès. Voilà ces maisons, vous voyez, en fosse. Et il faut savoir, alors voilà d'autres exemples PPNA. Ici, Alam Shemi, qui est un site de Turquie. Et ici, un site de Syrie, n'est-ce pas, Muraybet. Et je reviendrai d'ailleurs sur ce type de structure en fosse. Donc, à cette époque-là, les premières tentatives d'agriculture sont attestées. Mais ces gens chassent toujours. Autrement dit, au début, ce sont en quelque sorte des sortes de cultivateurs chasseurs. Voyez, on va retrouver le même phénomène à Chypre. J'en parlerai dans un moment. En même temps, les villages, les agglomérations de ces populations du PPNA, du pré-céramique A, connaissent ces communautés connaissent la construction, si vous voulez, de bâtiments qu'on peut appeler des bâtiments publics. Ce n'est pas des maisons individuelles, des maisons familiales, ce sont des bâtiments un peu hors normes, dont la fonction devait être cultuelle, cérémonielle, on ne sait pas trop en réalité. Alors je prends deux exemples. D'une part ici la tour de Jéricho, autour de 9000 avant notre ère, qui est un monument qui a 9 mètres de hauteur, qui avait un escalier interne. Évidemment, toute la partie supérieure va sauter, donc on ne connaît pas la hauteur initiale de ce monument. Et autre exemple, les bâtiments en Turquie de la colline de Göbekli. Avec ces stèles assez extraordinaires, vous voyez, qui sont insérées dans les murs, ou les grandes stèles centrales. Voilà par exemple deux de ces stèles, et vous remarquerez qu'elles sont sculptées. Ici vous avez un renard, là vous avez un félin. Alors on s'interroge évidemment sur la signification de ces sculptures. Est-ce que la signification était totémique? Est-ce que ces animaux pouvaient représenter un clan? Ces animaux souvent d'ailleurs sont des animaux dangereux. Il y a des aurochs, il y a des scorpions, il y a des sangliers, il y a des espèces dangereuses. Est-ce que l'homme les a représentés et insérés dans des bâtiments circulaires pour les domestiquer, ne serait-ce que mentalement, pour leur enlever leur agressivité? Est-ce qu'il y a d'autres explications? On n'en sait trop rien. On va passer ensuite entre 8700 et 7000 avant notre ère. Vous voyez, nous avons démarré à 12 000 et nous arrivons à 7000, donc 5 millénaires. Au cours de cette phase terminale du pré-céramique oriental, qu'on appelle le PPNB, le néolithique pré-céramique B, on assiste à la domestication des animaux qui vont jouer un rôle essentiel dans l'acquisition de viande. Jusqu'à présent, ces animaux étaient chassés, ils vont être très rapidement domestiqués autour de 8000 avant notre ère, ce qui n'enlève pas en quelque sorte, la pratique de la chasse. Ne vous imaginez pas que du jour au lendemain, on s'est mis à domestiquer, à avoir des troupeaux, et que la chasse a été abandonnée. Au contraire, la chasse et l'élevage cohabitent pendant quelque temps. Pour arriver à des civilisations qui ne vivront que du pastoralisme, n'est-ce pas, ou que de l'élevage des animaux, tout cela prendra du temps. Tout cela est un processus de temps long, bien entendu. Alors, ces animaux, évidemment, c'est d'une part l'égagre qui va donner naissance par transformation à la chèvre, n'est-ce pas? Ici, les gagres. Ici, le mouflon qui va donner le mouton, le sanglier qui donnera le porc et le roc qui donnera le bœuf. Au cours de ce néolithique pré-céramique,
et peut-être déjà dans la transition PPNA-PPNB, curieusement, les représentations, qui étaient surtout des représentations animales, n'est-ce pas, vont également céder la place, pas céder la place, mais vont cohabiter avec des représentations humaines. Autrement dit, à cette époque-là, l'homme commence à se représenter, et il se représente... il y avait déjà des figurines, évidemment, plus anciennes, mais il se représente sous forme de statues. Je prends cet exemple-ci, qui est une statue trouvée en Turquie, à Urfa. C'est une statue qui fait 2 mètres de hauteur, peut-être un peu plus de 2 mètres, et qui représente un sujet, vous voyez, qui tient son sexe entre les mains, qui est décoré. Et on peut se poser la question de cette apparition de l'anthropomorphisme. Est-ce que l'homme qui commence à avoir prise sur la nature, puisqu'il se rend compte qu'avec la domestication des céréales, puis avec la domestication animale, il peut transformer en quelque sorte les espèces naturelles en espèces modifiées, d'une certaine façon artificialisées. En tout cas, est-ce que cette notion fait qu'il commence à se considérer comme le maître de la nature et se représenter? On peut évidemment présenter l'hypothèse. Au cours de ce néolithique précéramique B, on assiste à une évolution également de l'habitat. Les maisons circulaires font place progressivement à des maisons rectangulaires, quadrangulaires. Alors, vous avez ici l'exemple de la fouille de Daniel Storder à Gerfay-la-Mare, et vous vous rendez compte que si les maisons sont quadrangulaires, il y a toujours un bâtiment central, qui lui n'est pas un bâtiment, familial, qui est un bâtiment communautaire, peut-être un grenier au début, n'est-ce pas, et qui lui a conservé la morphologie circulaire. Mais la morphologie rectangulaire a tendance, sur le continent, à se généraliser. C'est le cas ici des maisons de Çayonu, en Turquie, dont vous ne voyez bien entendu, je dirais que la semelle, c'est-à-dire que la partie inférieure. Et en réalité, il devait y avoir sur ces diverses travées construites des sortes de parquets, n'est-ce pas, et des sortes de sols qui étaient légèrement surélevés par rapport à ces infrastructures. Ça, c'est Çayonu, donc en Turquie. Ici, vous avez un autre exemple syrien, vous voyez, construit en terre, des murs en terre à bâtir. C'est la fouille de nos collègues espagnols à Alula, en Syrie. Alors voilà un peu la situation maintenant du Proche-Orient, disons, dans le courant du 8e millénaire avant notre ère, au cours de ce PPNB, en gros entre 8000 et 7000. Et vous vous rendez compte que dans les régions les plus arrosées, si je puis dire, on peut pratiquer de l'agriculture et de l'élevage. C'est le cas sur le plateau anatolien, c'est le cas de Chypre qui est très tôt néolithisé par contact avec le Proche-Orient, je vais y venir. C'est le cas évidemment de toute la zone du couloir levantin et d'une partie de l'Anatolie. Dans les zones plus arides, on ne peut pas pratiquer l'agriculture, donc on fait essentiellement de l'élevage, vous voyez, c'est ici les zones qui sont en rose, et puis dans les zones alors les plus arides, on a encore des chasseurs, mais des chasseurs qui, au point de vue culturel, appartiennent au même ensemble PPNB. Notre collègue Bar-Yosef appelle ceci la koiné PPNB pour montrer effectivement que cette culture s'est forcément adaptée à des environnements différents et d'une façon tout à fait opportuniste, n'est-ce pas, à adapter son économie aux possibilités des environnements. Alors, cette grande koiné PPNB, elle est irriguée par des réseaux de circulation qui, en quelque sorte, la parcourent pratiquement d'un bout à l'autre. Et ces réseaux, n'est-ce pas, permettent de faire véhiculer, de faire circuler des pièces qui sont des pièces souvent surinvesties, des pièces qui ont joué un rôle symbolique important. C'est le cas, par exemple, des lamelles d'obsidienne de Cappadoce. Voyez, alors, je vais revenir en arrière. Vous avez ici, en Cappadoce, des gîtes d'obsidienne. Et cette obsidienne, vous l'avez vu, est en quelque sorte débitée sous forme de longues lames. Et on la retrouve, cette obsidienne, jusque dans cette région. Autrement dit, de grands courants, si vous voulez, de circulation, irriguent cette koiné PPNB. Alors, il peut y avoir aussi des bracelets de marbre, par exemple, ou vases de marbre. Donc, à côté des instruments nécessaires au quotidien, on voit des objets qui sont des objets, je dirais, de luxe, entre guillemets, qui circulent sur ce vaste espace.
Et puis alors, ce PPNB, donc on est passé à l'agriculture, on est passé à l'élevage, donc le néolithique est pratiquement accompli, mais il n'y a pas encore la céramique. Alors ça c'est très curieux, je vais y revenir dans un instant. La céramique n'apparaît qu'aux environs de 7000 avant notre ère, c'est-à-dire vers la fin du PPNB. Elle apparaît en Cilicie, elle apparaît dans la région de Byblos, elle apparaît un peu sur l'Euphrate, un peu en Anatolie centrale, mais elle apparaîtra plus tard dans la zone palestinienne, dans la zone du Levant Sud. Alors là, je vous montre quelques céramiques de la zone du Levant Sud, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le Yarmoukien, et l'un des villages, vous voyez déjà, avec une artère centrale de cette région. Alors, puisqu'on en est à la céramique, pendant très longtemps, nous ici, en Europe occidentale, bien entendu, nous avons tendance à considérer que la céramique marche avec le néolithique, c'est-à-dire marche avec les premières civilisations paysannes. Autrement dit, ici, dans nos régions, avant le néolithique, il n'y a pas de poterie. Quand le néolithique arrive, il arrive avec la poterie, bien entendu. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous vous rendez compte qu'au Proche-Orient, où c'est fabriqué, où c'est constitué le néolithique, dont nous sommes un peu les descendants, et descendants dans l'espace et dans le temps, eh bien, le néolithique s'est forgé en dehors de la présence de la céramique. C'est pour ça qu'on parle de néolithique pré-céramique, ou acéramique, aprivatif. Mais alors, regardez ce qui se passe dans notre région. Vous avez par exemple les plus anciennes céramiques connues qui sont ici, c'est-à-dire qui sont en Sibérie, en Asie orientale, autour de 15 000, 16 000 avant notre ère. Donc on est dans des civilisations paléolithiques, dans des civilisations de chasseurs, mais qui connaissent déjà la céramique. Même problème en Chine et au Japon, où il y a également des céramiques très anciennes. En Afrique également, la céramique est bien antérieure à l'apparition du néolithique. Elle peut remonter autour de 10 000, 9 000 avant notre ère. Et c'est exactement la même chose dans le Nouveau Monde, puisqu'on a vers 6 000 avant notre ère, mais dans un contexte qui n'est pas néolithique encore, à Tapérine, à la présence de la céramique. Donc, si chez nous, ici, nous lions la céramique et le néolithique, la première céramique et le néolithique, ça n'est pas du tout la même chose, évidemment, dans les diverses régions du monde. Alors, je vais passer maintenant... alors, je voudrais quand même encore dire un mot sur ces sociétés, ces premières sociétés du néolithique proche-oriental. Elles étaient comment structurées, ces sociétés? Et là, nous n'avons pas beaucoup de données. Vous savez que souvent, les différences de statut entre individus en archéologie, on les suppute, si vous voulez, à partir des sépultures. Parce que les sépultures, avec les mobiliers, peuvent donner à l'archéologue une idée sur le statut de l'individu. Mais il se trouve qu'au Proche-Orient, on a souvent des tombes collectives. C'est le cas ici, n'est-ce pas, sur la gauche, avec ce qu'on appelle le School Building de Chayonu, qui a reçu les restes de peut-être 300 individus. Et au-dessus de ces 300 individus, il y avait un dépôt avec plus de 75 crânes, je crois. Donc, lorsqu'on a des sépultures, en quelque sorte, avec des sujets mélangés comme ça, il est difficile, évidemment, de voir la structure sociale de ces communautés. Mais on peut, d'une manière très indirecte, se faire une idée de la structure quand même de ces communautés. N'oubliez pas en effet que lors du PPNB, disons en gros entre 8500 et 7000 avant notre ère, on voit déjà apparaître au Proche-Orient de grosses agglomérations. C'est le cas par exemple en Syrie de Abu Huraira, 12 hectares. C'est le cas un peu plus tard, un peu plus au sud, en Jordanie, d'un site qui s'appelle Ain Khazal, autour de 7000 avant notre ère, 15 hectares. Donc on se dit que pour gérer, si vous voulez, ces communautés très importantes, il devait y avoir des personnages ou des familles en vue qui assumaient d'une certaine façon le fonctionnement de ces sociétés et veillaient à la réalisation ou au maintien d'un certain ordre social. Donc, on subodore indirectement la présence de certains individus importants. On peut aussi se demander si les gestionnaires du rituel, vous avez vu tout à l'heure Göbekli en Turquie, si les gestionnaires de ces monuments cérémoniels
n'étaient pas des gens qui avaient un certain pouvoir, disons, pouvoir intellectuel sur leurs semblables. On peut poser la question. Et puis on a quelques exemples de personnages dotés de pièces intéressantes. Alors j'ai pris un exemple ici, qui est une sépulture d'un sujet de Haloula, en Syrie, où on a un personnage, vous voyez, qui portait, qui avait un collier de perles en cuivre, en malachite, et également une sorte de pendentif en malachite. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on ne connaît pas encore la poterie, mais certains métaux commencent à être travaillés d'une manière très sommaire. On se contente de les chauffer, c'est le cas du cuivre, et de les marteler pour donner des pièces intéressantes. Donc, on a probablement une société qui déjà peut présenter certaines inégalités sociales. Autrement dit, l'homme est à peine devenu un agriculteur, un paysan, que déjà la société se structure de façon à ménager des inégalités. Alors, on va passer au point essentiel de mon exposé. Comment ce néolithique a-t-il diffusé en Méditerranée? Et d'abord, pourquoi ces gens-là, qui de chasseurs étaient devenus des paysans au Proche-Orient, ont diffusé en quelque sorte ce nouveau système centré autour de l'agriculture et de l'élevage? Alors, je vais faire d'abord quand même une petite parenthèse concernant Chypre. Vous avez vu sur la carte tout à l'heure que Chypre était colorée en rouge, c'est-à-dire que Chypre, très tôt, n'est-ce pas, est partie prenante des innovations qui se déroulent au Proche-Orient. Lorsque les chasseurs-cueilleurs deviennent progressivement des néolithiques au Proche-Orient, à la même époque, ils traversent le bras de mer qui sépare Chypre du continent, ils s'installent à Chypre, et Chypre répercute d'une certaine façon les transformations, les avancées qui sont en train de se produire sur le continent. C'est ainsi, par exemple, qu'à Chypre, on a pu fouiller, avec mon équipe, là, et Jean-Denis Vigne, on a pu fouiller un grand bâtiment circulaire. Vous voyez, il fait 10 mètres de diamètre, ce bâtiment, qui est un bâtiment communautaire, un peu comme les bâtiments que vous avez vus tout à l'heure à Gerves-chez-Lamar ou à Göbekli. On est là autour de 9000 avant notre ère. Autrement dit, on est là exactement dans le PPNA du Proche-Orient. On a, si vous voulez, ces contacts maritimes qui, entre le Proche-Orient et Chypre, sont permanents. Chypre n'a aucun retard vis-à-vis du Proche-Orient à cette époque-là. Et les gens qui ont bâti ce bâtiment, qui était entouré par un village de maisons également circulaires, mais moindres en étendue, en taille, n'est-ce pas, étaient déjà des agriculteurs, mais c'était encore des chasseurs. Ils chassaient les sangliers que l'on avait d'ailleurs importés sur Chypre, mais ils étaient déjà agriculteurs. Et à Chypre même, ces chasseurs-agriculteurs fabriquaient de très nombreuses pointes de flèches, vous voyez, comme celle-ci, on est toujours autour de 9000 avant notre ère, pour chasser ce suidé qui avait été introduit sur l'île et que l'homme chassait, évidemment, c'était sa proie pratiquement unique. À Chypre, d'ailleurs, on va rester sur Chypre quelques minutes, à partir de 8500 avant notre ère, il y a une petite différence avec le Proche-Orient. C'est qu'au Proche-Orient, vous l'avez vu, il y a une tendance à avoir progressivement des maisons qui deviennent quadrangulaires, alors que Chypre est un milieu conservateur. Et donc Chypre conserve des maisons circulaires, soit des cases comme celle-ci, ou encore de grands enclos, qui sont des enclos à bestiaux, autour de 8500 avant notre ère. Et ce milieu conservateur, Chypre le conservera pratiquement jusqu'à 6000 avant notre ère, n'est-ce pas, avec des maisons qui sont des maisons toujours circulaires et qui sont ici représentées par le site emblématique du néolithique de Chypre qui est Kirokitia. Et entre parenthèses, j'ai mis ici, dans la partie inférieure, la reconstitution par le service des antiquités de Chypre de ces maisons néolithiques telles qu'elles devaient être à l'époque. Parce que vous ne voyez toujours évidemment que ce que l'archéologie peut présenter, c'est-à-dire la base des maisons des murs qui, au mieux, ont 1 mètre, 1,50 m de hauteur conservée. Mais la partie supérieure, vous ne la voyez pas. Alors ceci vous donne une idée de ce que pouvaient être ces maisons néolithiques. Vous voyez, c'est des choses qui sont très élaborées. Ne vous imaginez pas qu'on est vraiment chez des sauvages. Ces maisons étaient certainement aussi agréables que certaines maisons du peuple dans nos régions au cours du Moyen-Âge, par exemple. Alors à Chypre,
je ne pouvais laisser passer parler de Chypre sans parler de la découverte que nous avons faite il y a quelques années à Chigyro-Kambos. Nous avons retrouvé un personnage inhumé en position contractée et face à lui, dans la même fosse, un squelette de chat qui est actuellement le plus ancien chat probablement domestique connu au monde. Et j'ai remarqué avec plaisir qu'un moulage de ce chat se trouvait dans les vitrines du musée de l'Homme, n'est-ce pas ? Et ici, une sorte de restitution de ce que pouvait être cette fosse avec le personnage enterré en accroupi, le chat qui lui faisait face et un dépôt, n'est-ce pas, de coquillages et d'objets polis dans cette partie de la fosse. Et dernier point intéressant concernant ce néolithique de Chypre, Chypre est une région très aride. Encore aujourd'hui, l'île manque d'eau. Et elle en manquait déjà probablement au néolithique. Alors les néolithiques ont inventé un système hydraulique pour chercher l'eau des nappes phréatiques. Ils ont creusé des puits entre 5 mètres de profondeur et jusqu'à 13 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau qui était nécessaire pour leur consommation personnelle, également pour celle de leurs animaux, de leurs troupeaux, puisqu'il y avait là le bœuf, la chèvre, le mouton, le porc, bien entendu. Bien. Alors maintenant, donc, on va passer au néolithique, à la diffusion du néolithique en Méditerranée. Donc, je vous ai parlé de tout ce qui se passait dans cette ère orientale qui est en violet. Et en gros, je vous ai donné les dates d'apparition du néolithique. Et nous allons voir maintenant comment ce néolithique a diffusé à travers toute la Méditerranée. Et les dates que vous avez ici, tout au long de la Méditerranée, sont les dates d'apparition les plus anciennes, n'est-ce pas, de ces premières civilisations paysannes. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure et sur laquelle je reviens, pourquoi ces chasseurs devenus paysans ont-ils migré, soit par mer, soit par terre, à travers la Méditerranée? Alors, il y a toute une série d'explications et aucune, en quelque sorte, à elle seule, ne peut être considérée comme totalement valide. On a dit que ces gens avaient commencé de migrer, vous le voyez, autour de 7000 avant notre ère, parce que vers 7000 jusqu'à 6000 avant notre ère, il y avait eu une aridité de plus en plus forte qui avait joué au Proche-Orient et qui avait déstabilisé ces premières civilisations paysannes, de sorte que ces gens-là sont partis à la recherche de nouvelles terres, n'est-ce pas, plus à même d'être cultivées, ne subissant pas cette aridité. On a parlé aussi toujours, dans ces hypothèses environnementales, d'une sorte d'érosion des sols. Autrement dit, les premiers néolithiques, dans le courant des 9e et 8e millénaires, auraient beaucoup cultivé, et puis les sols se seraient appauvris, ils n'auraient pas eu de quoi, en quelque sorte, enrichir ces sols, ils auraient été obligés de migrer. Il y a aussi des raisons d'ordre social. C'est-à-dire que ces communautés de paysans, n'est-ce pas, auraient réussi, la démographie aurait enflé avec les progrès de l'agriculture, et puis, donc, les villages auraient été incapables de nourrir toute leur population, donc il y aurait eu des phénomènes de scission et, en quelque sorte, de création. Un certain nombre de membres de la communauté auraient évidemment migré pour chercher de nouvelles terres et fonder de nouveaux villages progressivement vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Anatolie, la Grèce et puis l'Occident. Bon. On a parlé de conflits sociaux aussi. Autrement dit, des tensions seraient apparues à l'intérieur de ces sociétés et des gens auraient préféré migrer plutôt que de vivre dans des tensions permanentes. Enfin, il y a aussi des hypothèses de type idéologique. Il y a des chercheurs qui pensent que ce nouveau style de vie, le néolithique, n'est-ce pas, présentait certains avantages économiques sur les populations, sur l'économie de chasse, et donc ces gens-là qui en même temps ont toute une idéologie, n'est-ce pas? Le néolithique, en effet, lorsqu'il s'affirme en même temps avec avec la création de symboles très forts. Eh bien, toute cette structure économique et idéologique, n'est-ce pas, qui donnait une certaine suprématie par rapport à la chasse-cueillette, eh bien, ces gens l'auraient en quelque sorte, auraient entamé une sorte de croisade vers l'Occident pour, en quelque sorte, faire connaître aux chasseurs-cueilleurs d'Europe centrale ou de Méditerranée centrale ou occidentale ces nouveaux acquis du néolithique. Donc, on a toute une panoplie, si vous voulez, d'hypothèses, sans qu'aucune, évidemment, ne puisse revendiquer à elle seule une forme de vérité. Alors, ces gens donc vont migrer vers l'ouest. Ils vont migrer vers l'ouest, soit par la mer, n'est-ce pas,
Et vous savez que déjà la navigation existait bien entendu en Méditerranée, puisque les premiers chasseurs qui ont traversé le bras de mer pour aller à Chypre n'étaient encore qu'autour de 10 000 avant notre ère, que des chasseurs. Bon. Alors, il va migrer, ce néolithique, soit par mer, soit par terre. Alors ici, je vous donne un exemple de la migration par terre. Ici, c'est un village d'Anatolie, Ajecleux. Vous voyez, PPNB, les maisons sont quadrangulaires. Et puis, on a un style de village qui est un style aggloméré. Autrement dit, les maisons se pressent les unes contre les autres. On retrouvera sur ce même terrain du plateau anatolien ce caractère aggloméré sur le site bien connu de Çatalhöyük en Turquie. Vous avez ici un essai de restitution d'un quartier de Çatalhöyük. Le village était très grand, il avait une dizaine d'hectares. Vous voyez, avec des maisons qui sont collées les unes contre les autres, à l'extérieur une sorte de mur aveugle, ici, et puis une circulation qui pouvait se faire par des terrasses et accès souvent par le toit dans ces maisons. Et ce village de Çatalhöyük, il est très connu, bien entendu, par toute sa symbolique, puisque les intérieurs sont très décorés, avec notamment ces fameux bucranes qui font l'objet, dans le milieu archéologique, de débats. Certains y voient des symboles masculins de virilité, d'autres tout simplement des sortes de trophées de chasse. Et évidemment, je ne peux pas parler de Çatalhöyük sans vous présenter la bien connue dame de Çatalhöyük, qui est un personnage d'une certaine façon qui pourrait symboliser le néolithique lui-même, c'est-à-dire à la fois le côté, vous voyez, l'adiposité du personnage qui montre en quelque sorte là une forme de richesse corporelle. On l'a dit, la naissance, vous voyez, d'un enfant qui se trouve ici entre ses jambes, et puis en même temps cette maîtrise du monde animal puisqu'elle est accoudée sur deux fauves et qui pourrait représenter un symbole de la domestication. Alors le néolithique, il n'a pas diffusé que par la zone anatolienne, n'est-ce pas, c'est-à-dire par la voie terrestre, il a diffusé forcément par mer. Alors on circule en Méditerranée, mais curieusement, ce que nous savons du peuplement des îles de la Méditerranée, la plupart des îles de la Méditerranée sont peuplées, sauf les Baléares, autour de 10 000 avant notre ère, sont visitées par des chasseurs-cueilleurs encore. Ça n'est pas encore des néolithiques. Mais nous le savons parce que nous avons trouvé évidemment des artefacts sur chacune des îles qui montrent la présence humaine. Mais des traces de bateaux, d'embarcations, nous n'en connaissons guère. Les plus anciennes que nous connaissons sont deux pirogues et des maquettes de pirogues que vous avez ici, qui ont été trouvées près de Rome, dans le lac Bracciano, sur le site de la Marmota, et qui ne remontent que 5500 ans avant notre ère, donc 6e millénaire avant notre ère. Et ce que j'ai mis ici, c'est un peu pour vous amuser, c'est des collègues tchèques qui, il y a quelques années, ont fait une expérience, enfin, c'est un peu d'archéologie expérimentale. Ils ont creusé des pirogues dans des troncs d'arbres, n'est-ce pas, des pirogues monoxyles, comme on le faisait au néolithique. Et puis, ils sont partis du Proche-Orient à la rame, puisque on ne connaissait pas la voile au début, n'est-ce pas, il n'y avait que la rame. Et comme ça, ils ont fait pratiquement le tour de la Méditerranée, lors de plusieurs étapes, je vous rassure, ils ne sont pas partis du Proche-Orient pour arriver jusqu'à la péninsule ibérique. Pendant une saison, ils sont partis du Proche-Orient, ils ont logé les côtes d'Anatolie, ils sont allés en Grèce. L'année d'après, ils ont repris l'expérience, ils sont passés en Italie. En Italie, ils ont pris de l'obsidienne de Lipari, qui est une île où il y a de l'obsidienne, ils l'ont amené jusque dans le sud de la France, puisqu'on sait que dans le sud de la France, les néolithiques ont importé de l'obsidienne de Lipari. Donc ils se sont un peu amusés, mais ils ont fait la démonstration qu'on pouvait circuler en Méditerranée sur des embarcations qui étaient évidemment assez sommaires. Alors le néolithique, curieusement d'ailleurs, dans la zone de l'Égée, témoignage de ces premiers contacts maritimes, on a quelques exemples qui montrent que déjà, peut-être des chasseurs ont, peut-être partis du Proche-Orient, peut-être partis d'Anatolie,
ont amené sur certaines îles des animaux qui étaient des animaux ou domestiques ou sinon domestiques déjà contrôlés. Alors c'est le cas notamment sur l'île de Kythnos, en Grèce, une Cyclade, et dans laquelle on a fouillé une trentaine de maisons circulaires. Vous voyez, ça rappelle un peu ce que vous avez vu au début de l'exposé, et avec un suidé qui est peut-être pas domestique, mais il est contrôlé. C'est-à-dire que l'homme l'a pris, l'a mis dans des embarcations et l'a transféré sur l'île, peut-être pour le chasser. Et sur une autre île des Sporades, n'est-ce pas, dans cette grotte, la grotte du Cyclope, à Iura, un peu plus tard, autour de 7500 avant notre ère, on a également, avant qu'on apparaisse le vrai néolithique dans ces régions, on a un suidé et on a déjà des caprins qui sont peut-être déjà domestiques. Donc, avant même que le néolithique n'arrive tout constitué, il y a dans ces régions des contacts maritimes qui font que l'homme a peut-être transporté sur les îles des animaux qu'il a exploités pour son alimentation. Alors, de l'Anatolie, n'est-ce pas, le néolithique passe en Grèce, soit directement, n'est-ce pas, par le Bosphore, soit par les îles de l'Égée, soit à partir du Proche-Orient, en suivant les côtes du sud de l'Anatolie, bien entendu. Et dès qu'il apparaît, se constituent de véritables villages. Alors, sur les maisons, on a des maquettes, comme celle-ci. On a des reconstitutions, évidemment, qui ont été faites à partir des fouilles. Là, c'est déjà du néolithique moyen. Vous avez le village de Sesclo, qui vous montre une idée de ce que pouvaient être ces villages néolithiques. Et vous vous rendez compte que déjà, il y a une sorte de différence avec l'Anatolie. En Anatolie, on avait des modèles de villages avec des maisons agglomérées, collées les unes aux autres. Ici, déjà, vous voyez, les maisons sont séparées les unes des autres. Donc, on a un modèle un peu différent. À partir de l'Anatolie, à Çatalhöyük, la céramique apparaît. Elle est apparue déjà au Proche-Orient. Donc il vous faut bien comprendre que lorsque le néolithique migre à partir de l'Anatolie, ou migre également à partir du Proche-Orient, à ce moment-là, on connaît la céramique. Vous voyez, le néolithique, quand il se constitue au Proche-Orient, il n'y a pas de céramique, mais une fois qu'il migre, chemin faisant, la céramique apparaît, et à partir de là et vers l'ouest, la céramique sera présente. Alors, on a souvent, en Égée, en Anatolie, les plus anciennes céramiques qui sont des céramiques monochromes. C'est le cas ici de certaines céramiques anatoliennes ou de Thrace, et c'est le cas également des premières céramiques de Grèce, comme c'est le cas ici. Autrement dit, ces céramiques ne sont pas décorées, ou elles sont peu décorées, parfois avec un peu de peinture, n'est-ce pas ? Et parfois des décors d'impression. Apparaissent également dans ce premier néolithique de l'Égée et de Grèce des éléments qui étaient déjà apparus en Anatolie. Donc il y a des influences qui jouent entre l'Anatolie et la Grèce à ce moment-là. On est aux alentours de 7000, 6000 avant notre ère. Alors, soit des sceaux, des pintadera qui sont des espèces de tampons noirs qui pouvaient servir à peut-être à décorer certains... agrémenter certains vêtements, n'est-ce pas ? Et également des figurines, vous voyez, comme cette figurine de Néa Nicomédia. Et alors, elle a des yeux un peu bridés. Ce sont des choses aussi que l'on peut connaître au Proche-Orient antérieurement. Donc, vous voyez comment les choses se passent. À partir d'ici, on est dans un domaine céramique, et ce néolithique va commencer d'influencer directement le premier néolithique grec, et apparaissent à ce moment-là en Thessalie autour de 6000 avant notre ère, n'est-ce pas, 6500 avant notre ère, de gros villages qui sont des premiers villages d'agriculteurs. En Crète, la situation est un peu différente. Le néolithique y est apparu plus anciennement, autour de 7000 avant notre ère, et à une étape encore où il n'y a pas la céramique. Vous voyez comment donc des influences venues d'Anatolie ou venues peut-être directement du Proche-Orient ont pu jouer sur la néolithisation de la Méditerranée centrale. Alors ensuite, on va passer maintenant à la Méditerranée, en quelque sorte adriatique, et à la Méditerranée occidentale. Alors, ici, on se trouve dans un autre monde, ce qu'on appelle le monde du néolithique à décor de céramique imprimée. Pourquoi ? Parce que les poteries qui vont apparaître, qui vont accompagner le néolithique dans toute cette zone, se caractérisent par des décors d'impression tout à fait typiques. En Italie et en Adriatique, vous voyez, c'est toute la zone en marron, on parle de ceramica impressa, et
en Occident, on parle de céramique cardiale parce que le décor se fait par impression de coquilles de cardium. Alors vous voyez, nous disons dans notre jargon d'archéologue les impressos. Les impressos, ce sont les premiers néolithiques de cette région de Méditerranée centrale. Et les cardios, ce sont les gens de Méditerranée occidentale. Alors, quelles sont les caractéristiques? Ici, c'est intéressant, je vais refaire une marche arrière, c'est le site de Sidari, à Corfou. Nous sommes ici, voyez, c'est-à-dire dans une zone où apparaît le plus ancien néolithique à céramique imprimée qui va coloniser toute cette zone ici. Et à Corfou, c'est assez amusant parce que on a un premier néolithique qui est un néolithique à poterie monochrome, c'est-à-dire que c'est un néolithique qui répond au néolithique de la zone égéenne, et puis ensuite il est surmonté par un néolithique à céramique à impression. Et c'est ce néolithique à céramique à impression qui va ensuite diffuser vers l'ouest. Alors, quelques exemples. Voilà les céramiques à impression de la Méditerranée centrale, la ceramica impresa des auteurs italiens. Alors, en Italie du Sud, comment se caractérise le néolithique? Par quoi se caractérise-t-il? D'abord, les villages, ce qu'on n'avait pas vu plus à l'est, sont ceinturés de grands fossés. Vous voyez, ce sont de grands fossés. Alors, ces fossés peuvent avoir simplement 100 mètres de diamètre, mais ils peuvent être très grands. Ici, vous avez un des fossés de Murgia Timone, qui est un site de la région de Matera, en Italie du Sud. Et puis, à l'intérieur, souvent, de ces sites, il y a de petits fossés, vous voyez, autrement dit, un grand fossé périphérique qui entoure le site, et puis de petits fossés, qui étaient probablement des fossés qui, en quelque sorte, entouraient des maisons qui se trouvaient dans la partie centrale. Il peut y avoir aussi, dans ces sites d'Italie du Sud, de grands enclos de pierre, ça c'est ma fouille de Trasano en Italie du Sud, de grands enclos de pierre qui étaient probablement des enclos pour parquer le bétail, ce qui vous donne une idée de l'importance du bétail déjà dans l'économie de ces populations. Alors voilà un peu comment pouvait se présenter en Italie du Sud le complexe, un complexe familial dans ses habitats. Vous avez ici ce petit fossé en C, en C disaient les Italiens, qui se trouve dans ces grands sites entourés de fossés, avec une maison, voyez, avec des greniers, avec des enclos à bestiaux, avec un puits. Voilà un peu comment pouvait se présenter ce complexe familial néolithique. Et ici, j'ai mis un exemple du sud de la France. C'est une sorte de reconstitution d'une habitation à Lalo, dans la Drôme. C'est une reconstitution d'Alain Biching. Alors, comment maintenant va diffuser vers l'ouest ce premier néolithique? Eh bien, à partir de l'Italie du Sud, on va voir des pionniers qui, par mer, vont progressivement diffuser, voyez, on a un certain nombre de sites, ils sont figurés en rouge, qui vont diffuser avec un type de céramique particulier, voyez, avec un décor d'impression, les données du néolithique, c'est-à-dire les recettes de l'agriculture, c'est-à-dire la culture du blé et de l'orge, des légumineuses aussi, tout cela ayant été domestiqué au Proche-Orient, la fève, le pois, la lentille, et puis les animaux que vous avez vus domestiqués au Proche-Orient, c'est-à-dire la chèvre, le mouton, le bœuf et le porc. Alors, vous allez me dire, mais ces gens-là qui se déplacent par terre ou par mer, ils n'arrivent pas dans un désert humain. Bien entendu, il y a déjà des populations qui vivent là, qui sont encore des populations de chasseurs-cueilleurs. Et c'est notamment le cas en Méditerranée centrale et en Méditerranée occidentale. Alors, vous avez par exemple ici, n'est-ce pas, un site provençal, le site de Châteauneuf-les-Martigues, qui est un site sur lequel on a à la fois des niveaux, des couches archéologiques qui appartiennent à ces chasseurs-cueilleurs locaux, qui étaient des chasseurs de cervidés, des chasseurs de sangliers, n'est-ce pas, des gens qui collectaient des plantes sauvages, n'est-ce pas, c'était des chasseurs-cueilleurs, et qui avaient des armatures de flèches en silex, vous les avez ici, qui servaient à armer leur arc, n'est-ce pas, avec des lames, vous voyez, des lames étranglées comme ceci, qui décoraient leurs défunts ou qui se décoraient de colliers, qui étaient souvent des colliers de coquillages, notamment des colliers de colombelles. Alors ces gens-là, donc, ils sont dans toute la Méditerranée centrale et occidentale. Et ils vont voir arriver
par mer ou par terre, des gens qui, eux, connaissent l'agriculture, connaissent l'élevage. Alors, la question qui se pose, comment s'est passé le face-à-face? Et là, évidemment, il y a des débats. Il y a des gens qui pensent que les néolithiques ayant une sorte de suprématie économique, les chasseurs-cueilleurs se sont rapidement alignés, se sont laissés convertir par la nouvelle économie. D'autres qui pensent que les chasseurs ne se sont pas laissés spolier de leur terrain de chasse par les nouveaux venus et que donc le face-à-face a été plutôt conflictuel. En tout cas, ce que nous savons, c'est que petit à petit, c'est le néolithique qui a gagné la partie. Et ce que nous voyons, c'est que petit à petit, les chasseurs-cueilleurs, au fur et à mesure que le front pionnier des agriculteurs avance, un peu comme la conquête de l'Ouest américaine, si vous voulez, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que le front pionnier avance, les chasseurs se rétractent, filent vers l'Ouest et puis ils vont disparaître en Europe occidentale. Est-ce que les chasseurs-cueilleurs donc ont été assimilés par les néolithiques? Très probablement. Nous n'en sommes encore qu'au début, mais il y a des analyses d'ADN qui tendent à montrer que les néolithiques, sur les lignées, en quelque sorte, du chromosome Y, sur les lignées masculines, ont plutôt des marqueurs qui sont des marqueurs externes. Et par contre, sur les lignées mitochondriales, sur les lignées féminines, ce sont plutôt des lignées qui existaient déjà au Mésolithique. Donc, on peut faire l'hypothèse que les migrants néolithiques ont épousé peut-être des autochtones. Hein. Bien. Mais on a très peu de données et actuellement, on probablement surexploite, surévalue les quelques données que nous avons. Il y a un problème qui nous handicape beaucoup. C'est que nous n'avons pas beaucoup de sépultures, ni des derniers chasseurs-cueilleurs, ni des premiers néolithiques, dans toute la Méditerranée centrale et occidentale. Pourquoi? Nous ne savons rien. C'est pas? On commence à voir apparaître des nécropoles au 5e millénaire, je vais en parler, mais sur les périodes plus anciennes, on a peu de données. Là, je vous montre une sépulture qui est une sépulture espagnole de la région de Castellón, n'est-ce pas, où vous avez un personnage qui est enterré autour de 6000 avant notre ère. Donc, c'est probablement encore un chasseur-cueilleur, n'est-ce pas, dans une fosse. Et il y a plusieurs sujets qui ont été réduits. Autrement dit, on a commencé d'enterrer. Et puis, pour enterrer le dernier, on a repoussé les ossements de ceux qui se trouvaient là auparavant. Donc, vous voyez, on a ce handicap qui nous gêne. Mais on sait, par exemple, aussi que les premiers néolithiques se sont fabriqués des colliers. Vous savez, les colliers, les parures, c'est pas simplement, c'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est pas simplement une forme de coquetterie. C'est en quelque sorte une représentation identitaire à travers les colliers, à travers les tatouages, les peintures. On sait si c'est un homme, si c'est une femme, à quel clan il appartient, à quelle tribu, etc. Donc, on s'aperçoit que souvent, les premiers néolithiques ont récupéré les mêmes matériaux pour fabriquer leurs parures. Donc, on peut penser qu'il y a un héritage et qu'une partie de l'héritage des chasseurs-cueilleurs en Méditerranée centrale et occidentale a pu passer chez les néolithiques. Alors, je vais vous prendre un exemple pour vous montrer que quand même, ces trucs-là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un problème de temps long. Vous avez ici, je prends l'exemple de la péninsule ibérique parce qu'il a été cartographié par nos collègues espagnols. Vous avez en rouge les sites, disons, antérieurs à 6000 avant notre ère. Ce sont des sites de chasseurs-cueilleurs. Vous voyez, il n'y a que des chasseurs-cueilleurs. Puis, deuxième exemple, nous sommes entre 6000 et 5500 avant notre ère. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a des chasseurs-cueilleurs, et puis vous voyez que apparaissent en jaune les premiers paysans. Donc, tout cela est calé, grosso modo, dans le même laps de temps, n'est-ce pas? Et donc, on s'aperçoit que des paysans s'implantent dans des régions où il y a déjà des chasseurs-cueilleurs, donc le face-à-face a pu exister. Troisième phase, après 5500 avant notre ère, vous voyez, les paysans, les jaunes là, ont gagné beaucoup de terrain. Et par contre, les chasseurs-cueilleurs régressent un peu partout. Et puis après 5000, il n'y a plus de chasseurs-cueilleurs, vous voyez, il n'y a que des paysans. Vous voyez comment, sur le temps long, on peut essayer d'estimer un peu ce face-à-face entre chasseurs et agriculteurs.
Alors, dans la zone occidentale de la Méditerranée, les premiers néolithiques, en dehors de ces quelques pionniers que je vous ai montrés tout à l'heure, ce sont les gens qui décorent leur poterie à décor d'impression. Voilà le décor cardial fait au coquillage, décor fait au coquillage, vous voyez, c'est très beau, c'est un décor de bande tout à fait original. Alors ces gens-là aussi, évidemment, depuis le Proche-Orient, amènent leurs cognets, c'est-à-dire leurs haches polies, qui servent à déforester, c'est-à-dire à brûler les forêts pour avoir des terrains de parcours pour leurs bêtes ou pour avoir des champs à cultiver. En même temps, ils ont des outils à noces, comme par exemple ces cuillers ou ces spatules. Ils ont toujours des pointes de flèches, bien entendu, parce qu'à l'occasion, ils chassent aussi. Et puis, ils ont aussi ces longues lames de silex qui sont des faucilles, c'est-à-dire qui sont des couteaux à moissonner, puisque ce sont des agriculteurs. Ces gens-là, en diffusant vers l'ouest de la Méditerranée, vont rencontrer des biotopes, vont rencontrer des environnements différents. Il y a des régions où on peut pratiquer l'agriculture, il y a des régions où l'agriculture est plus difficile à pratiquer. Donc, là où ça sera plus difficile, ils seront pasteurs. Autrement dit, ils vont accorder au pastoralisme une place importante dans leur économie. J'ai pris un exemple, ça c'est une de mes anciennes fouilles, c'est l'abri de Font-Juvénal dans l'Aude, où j'ai pu trouver du néolithique sur plus de 5 mètres de puissance dans cette stratigraphie. Et donc, on a, si vous voulez, toutes les étapes du néolithique qui sont représentées sur ce site. Alors voilà, si vous voulez, la fin de l'installation du néolithique en Occident. Ici, dans la région où on avait vu les premières céramiques à impression, une sorte de diversification culturelle se fait. Vous voyez que déjà, des cultures très différentes les unes des autres apparaissent. Et ici, dans toute la zone occidentale, c'est ce fameux néolithique cardial qui domine. Il y a également un cardial dans la zone marocaine, ici. Alors, on dit qu'il est venu d'Espagne, autrement dit que ces premiers agriculteurs ont passé le détroit de Gibraltar, se sont installés ici. Nous n'en savons rien en réalité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous parle de la Méditerranée, mais vous vous êtes rendu compte que je vous ai surtout parlé de la Méditerranée européenne. Et je ne vous ai pas du tout parlé de la Méditerranée africaine. Nous manquons, entre l'Égypte et le Maroc, de données pour être vraiment sûr de ce qui s'est passé le long de la Méditerranée africaine. Ce que nous savons, c'est qu'au Maroc, il y a dès 5300, 5200 avant notre ère, une agriculture qui est attestée par des restes de semences. Donc, on peut penser soit qu'effectivement la néotisation de l'Afrique du Nord a pu se faire par l'Espagne, soit peut-être, et très probablement, par la côte, n'est-ce pas, sud de la Méditerranée, depuis l'Égypte, mais je ne vous en parlerai pas parce qu'il y a de gros débats là-dessus. Et souvent, quand on trouve des sites dans cette région, par exemple, en Afrique du Nord, ce sont des sites qui montrent encore une forte influence des civilisations locales de chasseurs à une époque plutôt récente. Donc ce problème est encore en débat et on pourra en discuter tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors je vous ai dit que le problème, c'est qu'on a du mal à imaginer ces sociétés de Méditerranée centrale et occidentale parce qu'on manque de nécropoles. Les premières nécropoles apparaissent dans cette région autour de 5000 avant notre ère, pas avant. Et donc il est difficile, évidemment, de se faire une idée un peu de la structure même de ces sociétés. Là, ça c'est la partie d'un cimetière qui a été fouillé à Barcelone même, dans la ville de Barcelone. C'est le cimetière de la Caserna Sant Pau. Voyez, avec des sujets en position accroupie, etc. Et c'est dans cette région que l'on voit apparaître, la région de l'embouchure de l'Èbre, les premières tombes avec vraiment des mobiliers, entre 5000 et 4500 avant notre ère. Alors, certaines tombes sont mieux dotées que d'autres. Vous voyez, on voit apparaître des bouteilles, des céramiques dans certaines. On voit apparaître des colliers de perles en coquillage. On voit apparaître des sortes de bracelets, également en coquillage. Et donc, on peut commencer à avoir une idée des inégalités sociales qui caractérisent ces premières sociétés paysannes d'Occident. Mais les choses vont aller assez vite. Et dans le courant du 5e millénaire avant notre ère, on va voir se développer en Méditerranée occidentale, des cultures
qui vont montrer la présence de nécropoles, la présence d'individus, et des individus qui souvent seront soit parés, soit armés, soit dotés de certains éléments originaux. Alors là, j'ai pris un exemple, c'est la Sardaigne. En Sardaigne, vers 4500 avant notre ère, on voit apparaître deux types de sépultures. D'abord, ce qu'on appelle des proto-hypogées, c'est-à-dire ce sont des tombes avec une sorte qui sont creusées, n'est-ce pas, dans le roc ou dans la terre solide, n'est-ce pas, avec des cheminées, et puis ensuite une petite chambre latérale. Et dans cette chambre, on a un individu qui est enterré, avec le corps parfois saupoudré d'ocre, avec des armes, avec des objets de parure, et parfois avec des statuettes comme celle-ci. Voilà, c'est la culture de Bono Iguinou. Les statuettes sont tout à fait remarquables, et donc on est là autour de 4500 avant notre ère. On voit aussi apparaître, non seulement en Sardaigne, mais également en Corse et dans le milieu de la France, toujours vers 4500 avant notre ère, des sépultures, des nécropoles en plein air, avec des sépultures en coffre, voyez, un coffre, qui est entouré par une sorte de cercle de pierre, parfois avec des stèles dressées, n'est-ce pas ? C'est le cas ici. Ça, ce site, c'est Arzachena, c'est dans le nord de la Sardaigne. Et là, j'ai pris un exemple français, c'est en Roussillon. C'est à Caramani, dans les Pyrénées-Orientales, où vous avez également des tombes en caisson, voyez, en coffre, qui sont entourées par une sorte de manchon de pierre, et dans lesquels se trouvaient des individus. Alors, avec ces individus, on peut trouver des pièces déjà de qualité, qui montrent que certaines inégalités, certaines différences sociales se font jour à cette époque-là. Alors, ça peut être évidemment des colliers, par exemple des colliers de stéatite des tombes d'Arzachena. Ça peut être toujours à Arzachena des sortes de boules percées qui devaient être, en quelque sorte, il devait y avoir un manche, on devait les brandir, n'est-ce pas, et ça devait être peut-être des signes de statut, probablement, de statut social. Et ça peut être également, dans les tombes de la zone pyrénéenne, des arches, n'est-ce pas, des arches polies qu'on appelle des arches d'apparat. Ces arches ne servent pas du tout, ce n'est pas des arches qui servent à déboiser, à déforester, ce sont des arches de prestige, n'est-ce pas, et vous en verrez d'autres tout à l'heure. Donc voyez comment les choses commencent à bouger en Méditerranée occidentale et on a des dénivelés sociaux qui commencent à apparaître dès cette époque-là. Et je vais prendre encore un autre exemple, alors lui encore un peu plus récent, là on est entre 4000 et 3500 avant notre ère, c'est le cas de la civilisation dite des tombes-en-fosse, des sepulcros, des fossa, de la région de Barcelone. Dans la région de Barcelone, il y a toute une série de sépultures, et notamment sur une nécropole qu'on appelle la nécropole de Cangambús, il y a des personnages qui sont richement dotés. Alors, dotés évidemment de céramique, mais dotés de haches polies, dotés de lamelles de silex, dotés parfois de lamelles d'obsidienne, n'est-ce pas, et qui montrent qu'il y a déjà, je mets les mots entre guillemets, une forme d'élite qui se dégage de ces premières populations paysannes. Alors, regardez par exemple, nous sommes dans la région de Barcelone. Il y a des haches polies, il y a du silex, voilà, le silex, vous voyez, vous avez ici par exemple des nucléus de silex, des lames de silex, vous en avez ici, nucléus et lames. Vous voyez ce silex blond, nous sommes dans la région de Barcelone, il vient probablement de la région du Vaucluse. Donc il a parcouru des centaines de kilomètres pour finir dans les tombes de la région de Barcelone. Il y a parfois, pas beaucoup, de l'obsidienne. Cette obsidienne, elle est analysée, elle vient de Sardaigne. Et il y a aussi évidemment beaucoup de colliers de perles, alors ça c'est local, n'est-ce pas, de perles en varicite, n'est-ce pas, ça vient des mines de Gava, qui sont des mines que l'on trouve dans la région de Barcelone. Donc vous voyez, pour en quelque sorte doter, pour marquer le statut social de certains sujets, on n'hésite pas à faire venir des matériaux de très loin. Ce qui vous donne une idée, évidemment, du poids social des commanditaires de ces matériaux et puis de ces artisans. Voilà par exemple les perles de varicite. On disait autrefois la calaïs. C'est un phosphate d'alumine, n'est-ce pas, vert, et qui servait à faire des colliers qui paraient les personnages importants de l'époque. Et ici, vous avez une vue de ces mines de calaïs, ces mines de varicite. Autrement dit, on a creusé le roc, et il y avait déjà des mineurs qui exploitaient ce matériau, qui extrayaient ce matériau, des artisans ensuite le
le travailler. Et puis ce matériau était réparti non seulement dans la région même de la Catalogne, mais également dans le sud de la France. Donc vous voyez, on a des matériaux qui viennent de loin, et puis on a des matériaux locaux qui sont exportés. Alors ça, c'est un site à problème, mais il est quand même intéressant. Ça, ce matériau provient d'un monument qui se trouve dans le Gers, à Pauillac. Et on a trouvé, malheureusement, au XIXe siècle, dans des conditions un peu obscures, n'est-ce pas, de grandes haches, n'est-ce pas, qui sont des haches d'apparat, de grandes lames de silex, des défenses de sanglier, et puis un objet en or que vous avez ici. Et on se demande si on n'a pas là affaire à des importations, dont certaines, comme la pièce en or, pourraient venir d'Europe centrale. Voyez ? Donc, est-ce que le mobilier est homogène? Est-ce qu'il ne l'est pas? Je vous le cite comme ça à titre d'exemple, mais pour vous montrer comment, probablement, dans le courant du 4e millénaire, il y avait des personnages importants, n'est-ce pas, que l'on dotait de matériaux tout à fait extraordinaires. Et alors maintenant, je vais passer à la seconde partie de mon exposé. Je vous ai parlé de la naissance et de la transmission du néolithique à travers la Méditerranée, mais que sont devenues ces populations paysannes? Et je vais prendre un exemple vers la fin du néolithique. En gros, entre 3000 et 2500 avant notre ère. Je vous rappelle qu'en Occident, le passage à l'âge du bronze, en gros, c'est 2000 avant notre ère. Voyez, bon. Eh bien, si je prends la situation de la Méditerranée maintenant, aux environs de, prenons un chiffre rond, disons 3000 avant notre ère, vous apercevez que les choses ont beaucoup changé. On a au fond deux Méditerranées. On a une Méditerranée orientale qui est déjà très évoluée, puisqu'elle a déjà abandonné le néolithique. Elle en est à un autre stade d'évolution qu'on peut appeler le bronze ancien. Il y a même à cette époque-là des sociétés qui sont déjà entrées dans l'histoire. C'est le cas de l'Égypte, ici, n'est-ce pas, avec les premières dynasties et puis bientôt avec l'Ancien Empire. C'est le cas de la Mésopotamie, vous voyez le monde du Rucain qui arrive là. Et ici, vous avez un monde qui est un monde des débuts de l'âge du bronze, avec le début des premières villes, un monde proto-urbain, qui est un monde, n'est-ce pas, disons, on dira, pré-palatial. Et par contre, toute la Méditerranée occidentale en est encore à un stade du néolithique finissant, qu'on appelle parfois chalcolithique, c'est-à-dire âge du cuivre, puisque le cuivre est le premier métal qui vient s'associer à la pierre pour caractériser ces civilisations. Donc, si je prends l'état de la Méditerranée vers 3000 avant notre ère, je dirais que le néolithique a disparu ici. Il a fait place soit aux premières civilisations historiques, soit au début de l'âge du bronze, alors qu'il survit encore dans cette Méditerranée occidentale à travers toutes ces cultures dont les noms sont figurés sur la carte. Alors, un petit coup d'œil, bien qu'on n'est plus dans le néolithique, l'on ne soit plus dans le néolithique, pour la Méditerranée orientale. Eh bien, Méditerranée orientale, on a affaire déjà à des sortes de seigneuries, de chefferies, avec des familles régnantes, des personnages importants. On parle souvent de tombes royales, je vais en dire un mot, n'est-ce pas? Alors, un exemple, la seconde ville de Troie. Donc vous avez une reconstitution ici faite par Kaufmann avec la partie haute, la citadelle, qui est la résidence des dirigeants, de l'élite, et puis la ville basse ceinturée, n'est-ce pas? Et la grande rampe qui permet de passer de la ville basse à la ville haute, ce qu'il en reste, vous l'avez ici. En Anatolie aussi, à cette époque-là, début de l'âge du bronze, le mobilier de ces tombes extraordinaires, n'est-ce pas, qu'on appelle souvent des tombes royales, parce que ce sont les tombes certainement des familles régnantes qui menaient, qui dirigeaient ces communautés. Ici, une tombe royale, celle d'Arslan Tepe, où il y avait un individu, mais il y avait plusieurs individus en réalité. Probablement, il y avait le système des morts d'accompagnement, c'est-à-dire que lorsqu'un individu important mourait, on sacrifiait quelque autre personnage pour l'accompagner dans la tombe. Vous avez ici ces sortes d'enseignes qui caractérisent les tombes d'Al-Jaouyuk sur le plateau anatolien. Ça devait être mis au bout de piques, n'est-ce pas, de manches, et on devait les promener lors de processions. Et ici, c'est les restes d'un objet, d'un collier ou d'un parement qui caractérise la seconde ville de Troie.
On a exactement le même cas de figure en Égée à cette époque-là. Je vous rappelle que dans le monde de l'Égée, qu'il s'agisse du monde des Cyclades, de la Crète ou de l'Égée continentale, on a une culture très brillante à cette époque-là, entre 3000 et 2500, 2200 avant notre ère, avec toute une série d'éléments tout à fait caractéristiques, comme ces pyxides, comme ces sortes de plats originaux qu'on appelle des poêles à frire dans notre jargon, n'est-ce pas, avec des représentations de bateaux et de rameurs, et également des vulves des sexes féminins, avec ces saucières qui peuvent être en or ou en terre cuite, ces sortes de pichets qui ont une saveur plutôt anatolienne, et puis ces vases tulipiformans, les fameux dépasses. Une métallurgie très active, évidemment, avec des pointes de javelot ou de lance, et des diadèmes également. Et nous allons passer à l'Occident maintenant, parce que cette Méditerranée, donc orientale, elle a déjà basculé dans une autre forme de société, de type de société. Mais qu'est-ce qui se passe en Méditerranée occidentale ? Par rapport au début du néolithique, au cardial, etc., que vous avez vu tout à l'heure, il y a de nouveaux acquis techniques qui sont apparus autour de 3500 avant notre ère. On a vu apparaître l'arère, qui n'existait pas, c'est-à-dire un instrument qui sert évidemment à arracher les plantes, les mauvaises herbes, qui sert éventuellement aussi à sarcler, mais aussi à recouvrir les semences. On a vu apparaître la roue et les premiers véhicules à roues, qui n'existaient pas au début du néolithique, n'est-ce pas ? Je vous rappelle qu'au début du néolithique, les gens se déplaçaient à pied. Or, à partir en gros de 3500 avant notre ère, la roue et les véhicules à roues sont apparus en Europe. Le métal, n'est-ce pas ? De l'Italie jusqu'au Portugal, c'est à partir de 3500 avant notre ère qu'apparaissent les premiers objets de métal, et notamment des poignards, et des lames de poignard. Ici, vous avez un poignard de type italique. Le métal entrant en quelque sorte en concurrence avec le silex, qui, pour résister, si je puis dire, à la concurrence du métal, va donner naissance à des artisans qui vont tailler le silex d'une façon absolument remarquable. Vous voyez ces grands poignards de silex, ces pointes de flèche qui caractérisent cette période de la fin du néolithique. Autre caractéristique de la fin du néolithique en Méditerranée centrale et occidentale, le développement des sépultures collectives. Alors, c'est également le cas en Méditerranée orientale. Même dans le monde du bronze ancien proto-urbain oriental, on a ce développement dans toute la Méditerranée des sépultures collectives. J'ai pris deux exemples. Ici, un exemple en Italie du Sud, près de Naples, la culture de Gaudo, où vous avez dans ces hypogées, c'est-à-dire dans ces tombes creusées dans le roc, des personnages qui sont enterrés. Alors, vous voyez, on procède à des réductions de corps. Lorsque les corps sont en connexion, c'est le dernier inhumé qu'on a introduit dans la tombe, bien entendu. Les autres ont été repoussés contre les parois. Et j'ai pris un exemple français, c'est la fouille de Mailleux au Boileau, à Sariens, dans le Vaucluse, où, dans un tout petit hypogée qui fait 3 mètres de long, peut-être sur 2 mètres de large, vous avez entassé, ici au fil du temps, les restes de plus de 300 individus. Donc vous voyez ce goût pour les sépultures collectives, et qui apparaît à partir de 3500 en Méditerranée de l'Ouest, probablement parce que les sociétés obéissent en quelque sorte, ces sociétés, ces communautés, mettent en avant surtout le concept d'ancestralité. Autrement dit, ces sociétés, en quelque sorte, se mettent sous la coupe de quelques ancêtres, réels ou fictifs d'ailleurs, et, si vous voulez, l'aspect communautaire devient très important dans ces sociétés et contrebalance l'aspect plutôt individualiste qui caractérisait certains aspects du néolithique précédent. Alors, parmi ces grands hypogées qui caractérisent la Méditerranée occidentale, bien entendu les hypogées d'Arles, qui sont parmi les plus beaux monuments mégalithiques de la Méditerranée occidentale, qui sont des monuments, vous le voyez, taillés dans le roc, avec des couvertures mégalithiques, monuments assez extraordinaires. Dont l'un, d'ailleurs, la grotte des Fées, est l'un des plus grands mégalithes français, puisqu'il a 43 mètres de développement. Voilà d'autres exemples d'hypogées, c'est-à-dire de tombes collectives portugais. Ici à la Praia, Carenque, je passe. Autre caractéristique de ces tombes collectives de Méditerranée occidentale, dans le courant des fin 4e et 3e millénaires, le mégalithisme.
c'est-à-dire le mégalithisme, qui est un mégalithisme essentiellement funéraire et qui a donné lieu, en particulier dans les îles, Sardaigne, Corse, sud de la France, Catalogne, Andalousie, a un développement extraordinaire. Mais je vous rappelle quand même que sur l'Atlantique, il y avait déjà un mégalithisme plus ancien. Pardon. Alors, ça peut être, là j'ai pris des exemples aveyronnais, ardéchois ici, aveyronnais ici. Je vous rappelle qu'entre le Rhône et le Quercy, il y a 3000 dolmens, 3000 monuments mégalithiques de cette époque-là. Autre monument mégalithique remarquable, les grandes allées du sud de la France et de la Catalogne. Ici, le dolmen de Pépieux dans l'Aude, sur lequel j'avais travaillé à mes débuts, ou le dolmen de Sainte-Eugène également dans l'Aude. Alors, vous voyez, ce monument comprend, l'entrée était ici, une tombe, qui est insérée dans un tumulus, et il faut s'imaginer évidemment que tout ça à l'origine était recouvert par des dalles de couverture, et que le monument là qui est tronqué était lui-même, n'est-ce pas, formé une sorte de tumulus important. Les grands monuments aussi à cette époque-là du sud de la péninsule ibérique, qu'il s'agisse de grands mégalithes comme la Cueva de Menga dans la région d'Antequera, ou toujours à Antequera, ces monuments extraordinaires qui sont des tolos, c'est-à-dire des monuments qui peuvent être bâtis en pierre sèche, voyez, et la clé de voûte se trouve à 4 mètres de hauteur. Alors, au début, quand on a vu ces monuments, on se dit, c'est pas possible, ça n'est pas possible que des néolithiques aient construit ces monuments-là. Il doit y avoir quelques architectes. À l'époque, vous savez, on était diffusionniste, on faisait tout venir de l'Orient. C'est probablement quelques architecte de Mycène qui a pu venir, parce qu'on mettait ces monuments en balance, en quelque sorte, en contemporanéité, avec les grandes tolos de Mycène, comme le trésor d'Atrée, etc. Hélas, les tombes de Mycène ne datent pas, sont datées entre 1500, autour de 1500 avant notre ère. Ces monuments datent de 3000 ans avant notre ère. Donc, ce sont des créations autochtones, mégalithiques, tout à fait particulières et tout à fait originales en même temps. Alors, je vous disais tout à l'heure, le problème, c'est comment arriver à percevoir ces sociétés. Et c'est très difficile parce que les tombes sont souvent des tombes collectives, c'est-à-dire que les tombes brassent des sujets, n'est-ce pas, qui pouvaient avoir des statuts différents et qui très probablement avaient des statuts sociaux différents. Mais comment arriver à les discerner ? Alors, on a quand même quelques tombes individuelles, en Italie par exemple, qui nous montrent qu'il y a des personnages qui constituent l'élite, qui constituent en quelque sorte, qui tiennent le haut du pavé. C'est le cas par exemple de cette tombe ici, dans la région de Matera, à Tourcy, où on a un personnage qui est enterré avec un sceptre en grès, un poignard en cuivre, des poteries en rouge et toute une série de pointes de flèches. Et on a ce personnage ici, à Mirabella e Clano, en Italie également, avec des céramiques. Il a une sorte de bâton de commandement, il a 3 poignards en cuivre, il a 2 poignards en silex, et il a toute une panoplie de pointes de flèches, il a plus de 40 pointes de flèches qui figuraient dans son carquois. Donc, ces élites, ces chefs de l'époque, on les subodore d'une certaine façon, mais de temps en temps, on a des exemples qui nous montrent qu'ils ont bel et bien existé. Et souvent, dans les tombes d'ailleurs, vous savez que pendant très longtemps, on disait les mobiliers qui sont dans les tombes collectives, ce sont des offrandes qui sont déposées à la collectivité. Bon. En réalité, on en est revenu de tout ça. Et on pense qu'en réalité, les éléments qu'on trouve dans les tombes collectives sont des équipements personnels. C'est-à-dire qu'il y avait des individus qui étaient enterrés avec leurs marqueurs sociaux et d'autres qui étaient les pauvres bougres, en quelque sorte, qui n'avaient rien, mais qu'on enterrait également dans la tombe communautaire, dans la tombe familiale. Et donc, il faut bien comprendre que des dénivelés sociaux existaient, même au sein de ces populations. Alors, on ne peut pas passer évidemment sur la fin du néolithique en Méditerranée de l'Ouest sans citer le cas emblématique de Zi, ce personnage qui est mort dans les Alpes vers 3200 avant notre ère, vous voyez, que vous avez ici, donc vous voyez la momie telle qu'elle, vous pouvez la voir au musée de Bolzano en Italie, et vous le voyez ici avec son équipement, avec 2 restitutions différentes. Il y a eu des tas de restitutions d'Ozzi et même des films sur lui. C'est un personnage de roman.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été tué, en fait. Il a une flèche dans son épaule gauche qui a entraîné sa mort. Ce qui prouve que ces sociétés, en même temps, des tensions existaient à l'intérieur de ces sociétés et il y avait évidemment des agressions qui pouvaient se produire entre deux communautés, voire entre deux individus. Voici la panoplie des instruments de Zi. Vous avez ici sa hache, qui est une hache déjà de cuivre, voyez. Il y a son arc, il y a son carquois, avec toutes ces flèches ici. Il y a son poignard, qui lui est un poignard de silex, voyez, et son fourreau. Alors la guerre, oui, la guerre, elle est antérieure au néolithique, la guerre. Hein, mais à cette époque-là, elle est de plus en plus importante. Elle prend une place de plus en plus importante. À l'époque, il y a quelques années, j'avais publié un ouvrage, Le Sentier de la guerre, avec Jean Zamit, où on avait répertorié les gens qui avaient été blessés ou tués par flèche sur le territoire de la France. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est lors de cette époque du néolithique final que c'est là qu'on trouve le plus d'exemples, le plus de cas de figure. Et là, je vous ai pris un exemple d'un tableau qui représente une scène de guerre, une scène de bataille. Vous voyez, ce sont des archers qui se battent contre d'autres archers et qui est figuré sur un auvent, n'est-ce pas, c'est la Cueva de los Dogues, du Levant espagnol. J'attire votre attention là-dessus parce que pendant longtemps, cet art du Levant espagnol, on l'a attribué à des civilisations de chasseurs-cueilleurs. On a dit que c'est un art du Mésolithique, etc., parce qu'il y a des scènes de chasse, essentiellement. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte, par une série de recoupements, qu'en fait, cet art était un art d'agriculteur. Et il y a un chercheur, qui est Esther López Montalvo, qui travaille dessus, qui pense que les scènes de guerre, n'est-ce pas, sont probablement les plus récentes, celles qui datent du néolithique final. Alors, vous avez ici une représentation, vous voyez, probablement ici, vous avez le chef, vous voyez, parce qu'il est paré de plumes, etc. Il est protégé, il est couvert, si je puis dire, par des gens qui le protègent à l'avant. Et là, toute une série de personnages, vous voyez, qui lancent leurs flèches en courant, en sprintant, en quelque sorte. Voilà une autre scène de guerre, vous voyez, c'est la scène de Remiggia, elle est également bien connue, avec deux clans également, d'archers. Ces combats sont des combats d'archers. On se bat essentiellement à l'arc à cette époque-là. Il n'y a pas de combat rapproché, ou probablement très peu. Le combat rapproché n'apparaîtra qu'à l'âge du bronze avec l'invention de l'épée. Voyez ? Et alors avec notamment ces personnages ici qui viennent prêter main forte, voyez, aux personnages de ce groupe ici. Je passe rapidement sur toutes ces idoles, celles-ci sont ibériques, qui caractérisent cette période de la fin du néolithique. Alors l'habitat en Méditerranée occidentale, à partir de 3000 avant notre ère, il est déjà très diversifié. Par exemple, en Italie du Sud, vous pouvez avoir des maisons qui sont des maisons circulaires, voyez, ici, avec 2 tours de poteaux. En Italie du Nord, vous pouvez avoir de grandes maisons, qui sont des maisons rectangulaires, avec des monuments, n'est-ce pas, très grands, très allongés, comme on en connaît à la même époque d'ailleurs dans l'ouest de la France, à ce moment-là. Voilà un autre de ces monuments. Cette fouille a eu lieu à Parme, il y a quelques années. Dans le sud de la France, on a, dans la région des Garrigues de Montpellier, des bâtiments qui sont des bâtiments non plus en bois, mais en pierre essentiellement, avec de grandes maisons, voyez, de grandes maisons oblongues, avec terminaison en abside. Vous voyez une sorte de restitution ici de ces maisons. Celle-ci est très longue, c'est la plus grande connue, elle a 22 mètres de développement. Et puis, dans le sud de l'Espagne, beaucoup de sites fortifiés, notamment. Alors, je prends l'exemple du site de Los Millares, qui est bien connu, où vous avez une ligne de défense. Il y en a plusieurs à Los Millares. Il y a 3 ou 4 lignes de défense. Une ligne de défense avec, vous voyez, ces bastions tout à fait caractéristiques. Et ici, la zone d'entrée qui forme une sorte de barbacane. Et ici, une vue partielle de ces bastions qui délimitent ces agglomérations. Il y a aussi, à cette époque, en Méditerranée occidentale, un mégalithisme qui n'est pas un mégalithisme funéraire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de dolmen. C'est un mégalithisme cultuel.
C'est le cas à Malte en particulier. Vous avez ici les fameux temples de Malte, qui sont des monuments tout à fait originaux, vers 3000 avant notre ère, puisqu'ils ont une forme en trèfle, vous voyez, ce sont des temples tréflés, ils sont très originaux, ce ne sont pas des habitats, ce ne sont pas des sépultures, ce sont des bâtiments cultuels. Voilà, alors je vous montre une vue de l'un de ces temples, le temple de Gigantia sur l'île de Gozo. Vous voyez, la partie est conservée à 6 mètres de hauteur. On pense qu'à l'origine, elle avait 12 mètres de hauteur, ce qui vous donne une idée de la monumentalité de ces monuments, qui étaient des monuments évidemment cérémoniels. Voilà une autre vue de ces temples. Alors, ces sociétés aussi, je vous en dis un mot là, parce que c'est très intéressant. On voit apparaître de la Crimée jusqu'à la péninsule ibérique, à cette époque-là, autour de 3000 avant notre ère, les premières statues connues en Europe. On parle de statues menhirs, parce que ce sont évidemment des pierres relevées. Et là, j'ai pris deux exemples du sud de la France. C'est très intéressant. On s'aperçoit que sur ces statues, d'abord, regardez au passage l'astuce. Le sculpteur avait, en quelque sorte, une dalle. Il voulait représenter des personnages assis, mais il ne connaissait pas bien la ronde bosse. Et puis ces dalles, souvent naturelles, n'étaient pas assez épaisses pour traduire la ronde bosse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a représenté les personnages, il a représenté les jambes pendantes au-dessous du genou. C'est-à-dire que ces personnages sont assis et les jambes sont pliées, et donc vous avez ici les jambes pendantes. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que les sexes ne sont jamais représentés. Les femmes sont représentées par soit des parures, soit par des parures et toujours par leurs seins. Autrement dit, elles sont représentées par un caractère anatomique, biologique, naturel. Et les hommes sont toujours représentés par des armes, soit par une espèce de poignard que vous avez ici, soit par une hache, vous avez le manche ici de la hache, soit par un arc, et vous avez la flèche qui se trouve ici. Donc ça nous en dit, pendant longtemps on a dit ce sont des représentations de divinités. Moi je ne pense pas que ce soit des divinités, je pense que ce sont plutôt des ancêtres ou des héros, n'est-ce pas, qui ont été sculptés par la pierre. Mais si on dépasse cette idée-là, et si on essaie d'avoir une lecture sociale de ces monuments, nous nous rendons compte que, à cette époque-là, les femmes sont exclues des armes. Elles sont représentées donc par des éléments qui sont des éléments anatomiques, naturels. Ce qui peut être l'allaitement, ce qui peut être aussi, avec les colliers, n'est-ce pas, la distinction. Et au contraire, les hommes sont représentés essentiellement par des armes. C'est-à-dire que les hommes se réservent, si vous voulez, les armes. Pourquoi les armes? Parce que par la chasse ou par la guerre, les armes permettent en quelque sorte de se construire un statut social, de se valoriser. C'est déjà peut-être, je m'excuse mesdames, une forme de la domination masculine qui s'exprime dans ces sociétés. Voilà par exemple d'autres statues menhirs de la zone occidentale. Celles-ci viennent de Lunigiana, vous voyez une femme avec ses seins, et un personnage masculin avec son poignard. Là également, 2 hommes, n'est-ce pas, la Lunigiana et la région de Trento. Et alors regardez ici ce personnage, il est très intéressant parce qu'il a un poignard ici, représenté. Il y a plusieurs poignards qui sont représentés ici, de chaque côté. Il y a une sorte de hache-marteau. Et donc ce personnage est certainement la représentation de quelque chef qui a pu exister évidemment en réalité, mais voyez à la fois comment à la fois l'homme se caractérise par les armes, se fait représenter par des marqueurs qui sont les armes, mais en même temps comment des personnages importants, je dirais bardés d'armes, bardés de signes sociaux importants, existent, ce qui nous renvoie à l'idée que des personnages importants existaient dans ces sociétés. Et je termine, nous arrivons maintenant. J'ai le micro qui a été coupé. Ah, voilà. Et nous arrivons à la fin de notre exposition. Nous sommes ici vers 2500 avant notre ère, n'est-ce pas ? Nous allons passer insensiblement à l'âge du bronze.
Et à ce moment-là, vous voyez toutes ces grandes cultures de Méditerranée occidentale, ces cultures qui avaient créé le mégalithisme, qui avaient créé les hypogées, qui avaient créé ces grandes tombes collectives, ces grands monuments, etc. Toutes ces sociétés entrent en déclin. Et elles sont remplacées par un complexe que l'on appelle le complexe dit du vase campaniforme. Vous voyez, ce sont ces vases en forme de campana, le terme est ibérique, d'où le mot campaniforme, qui se développent, qui sont des cultures beaucoup plus mobiles, moins stables, et qui se caractérisent par des éléments guerriers beaucoup plus caractérisés, avec notamment des pointes de javelot, comme ceci, avec de longs poignards de cuivre, avec ces sortes de plaquettes de pierre perforées, qui étaient des sortes de, on appelle ça des brassards d'archers, de protège-poignets, qui sont des civilisations qui ancrent encore davantage l'idée que l'homme doit être associé aux armes. Voilà. Et cette culture sert de tampon, en quelque sorte, entre les derniers paysans du néolithique et les premières communautés de l'âge du bronze. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Je suis sûr que vous allez susciter beaucoup de questions. Quelle est la première question que vous avez envie de poser? Oui, madame. Bonjour monsieur, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'île de Chypre, oui. Parce que vous nous avez parlé qu'il y avait l'influence qui venait forcément de la Turquie, oui. Et que alors qu'en Turquie... je mets un bémol tout de suite. Si vous dites que les premiers Chypriotes sont des Turcs... Non, non. Je vais me faire assassiner. Non, je ne dis pas ça. Ont eu une influence. Non, disons du Proche-Orient. D'accord, du Proche-Orient, d'accord. Donc... pendant très longtemps, alors que les maisons sur le continent étaient déjà rectangulaires, ça restait circulaire comme à Kirokitia. Qu'ensuite, la céramique est arrivée tardivement, puisque Chypre semble acéramique très longtemps. Par exemple, à Chirulokambos, au 9e millénaire, il n'y avait pas encore de céramique et on trouvait de très belles vaisselles creusées dans la pierre. Oui. Et vous nous avez montré aussi une carte présentant le début du Chalcolithique et l'âge du bronze. Et il semblait que Chypre était contournée, alors que Chypre, ça veut dire cuivre. Donc ça m'a étonnée. Oui. Et ma dernière question et, disons, ma dernière remarque, c'est que lorsque vous nous avez dit que les arères pour les agriculteurs ne sont apparus que vers le 3e millénaire. En Occident. Ah d'accord, parce qu'il semble qu'à Chirulokambos, vous en avez trouvé des traces d'arères. Non, pas du tout. Alors, ça fait une flopée de questions, ça. Alors, tout simplement pour savoir si c'est un néolithique atypique. Alors, voilà. À Chypre. À Chypre, c'est très bizarre, dans la mesure où, dès que les choses bougent au Proche-Orient, n'est-ce pas, elles sont répercutées à Chypre. Autrement dit, Chypre est en avance et puis prend du retard, en quelque sorte. À 9000 avant notre ère, vous avez le PPNA avec les premiers agriculteurs, encore chasseurs au Proche-Orient. Ils passent à l'île, ils passent à Chypre. Et donc, Chypre, en quelque sorte, est en liaison complète avec ce qui se passe au Proche-Orient. Et puis Chypre, à partir du 8e, 7e millénaire, devient un milieu conservateur. Et cette île, qui avait été en prise directe avec les avancées du néolithique, ensuite marque le pas. Et c'est certainement à Chypre, la région du Proche-Orient, qui a connu le plus long néolithique pré-céramique. Puisque dans la culture de Kirokitia, qui termine autour de 6000, pour prendre un chiffre rond, Lebrun vous dira que ça dure davantage. Bon, elle est encore pré-céramique à cette époque-là. Et effectivement, la céramique n'apparaît à Chypre réellement que dans le courant du 5e millénaire, ce qui est très tard, avec la culture de Sotira, ce qui est très tard. Et bon. Alors là, j'ai répondu à une partie des questions. Ensuite, le cuivre. Ah bien, le cuivre, il est connu à Chypre. Il apparaît, les premiers objets de cuivre, ils apparaissent entre 3500 et 3000 avant notre ère. C'est pas jeune, c'est pas très tôt, n'est-ce pas? Parce que déjà au Proche-Orient, vous avez eu du cuivre bien avant.
n'est-ce pas? En Iran, vous avez par exemple en Israël le fameux dépôt de Mishmar Valley, c'est vers 4000 ans avant notre ère, travail à la cire perdue, donc c'est quelque chose de très avancé. Chypre, on voit quelques objets qui apparaissent dans le chalcolithique chypriote vers 3500-3200. On se demande même si ces objets ne sont pas des importations venues d'Anatolie. Et puis alors, l'explosion va se produire au 3e millénaire avec l'exploitation des cuivres locaux, n'est-ce pas, du Troodos. Et à ce moment-là, Chypre va devenir non seulement fabricant d'objets en cuivre, mais va irriguer le monde méditerranéen oriental, évidemment. D'où le nom de l'île. J'ai répondu à toutes vos questions. Ah oui, non, on n'a pas trouvé de traces d'arrière. Non. Il n'y a pas d'arrière à cette époque-là. Il n'y a pas d'arrière. Il y a des traces, il y a des sillons qui ont été trouvés en Iran, on nous dit, à des époques assez anciennes. On ne sait pas trop. L'arrière, l'arrivée de l'arrière, c'est un problème. Pratiquement, on ne le connaît au niveau de toute l'Europe, on ne le connaît pas avant le 4e millénaire. C'est-à-dire que ces braves paysans, ils travaillaient le sol à la houe, à l'herminette. Et puis, ils déforestaient à la hache de pierre, bien entendu, et puis ils ne se cassaient pas la tête souvent. Ils mettaient le feu à la forêt, ce qui était beaucoup plus expéditif. Merci. Bon, pour rester brièvement sur Chypre, on a fait des études en disant que les fameux Étrusques avaient du sang, enfin les ADN qui remontaient à Chypre. Enfin bon, ça c'est une digression. Non, là maintenant, je voudrais poser une question bébête, mais parfois vous parlez de poterie et de céramique, mais il peut y avoir, enfin je pense qu'il n'y a plus de traces. Pour moi, c'est synonyme là, lorsque je l'emploie. Non, mais la poterie, il peut y avoir de la poterie séchée au soleil qui n'est pas cuite au feu. Donc là, je pense que malheureusement, on ne doit plus avoir de traces. Mais quand vous parlez de... Parce que ça paraît surprenant, ce côté tardif. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même de la poterie cuite seulement au... Je n'en sais rien, mais vous savez, parmi les plus vieilles poteries qu'on ait trouvées au Proche-Orient, vous avez celle de Chayonou, en particulier, celle de Chayonou, qui est une céramique qui est montée au colombin, qui est pas très consistante. Puis vous avez la fameuse vaisselle blanche là, mais qui n'a eu qu'un temps très bref finalement dans la zone de la Syrie. En fait, le Proche-Orient reste pré-céramique en gros jusqu'à 7000. Alors on a des contenants, mais ces contenants sont des contenants de pierre. Ouais, c'est surprenant. En calcaire. C'est plus difficile à travailler quand même, la pierre. Ah oui. Mais alors, c'est surprenant. Surtout que le Proche-Orient, c'est quand même une région d'adobe, de terre, quand on voit qu'il y a comme beaucoup d'argile, beaucoup de terre. Ah oui. Ah non, mais ça, mais puis alors les gens, ils peuvent très bien avoir des silos. En quelque sorte, toutes les parois des silos peuvent être, si vous voulez, tapissées d'argile. Ça existe. Mais la céramique, il n'y en a pas, quoi. Je voulais savoir comment vous expliquez intellectuellement le basculement des habitations rondes aux habitations carrées. Il y a deux problèmes. Alors, on a dit souvent que les habitations rondes, c'était des habitations qui répliquaient la tente, évidemment, des chasseurs. Bon, enfin, c'est une hypothèse. En tout cas, il n'y a pas de changement mentalement dans... bon. Alors, le passage aux maisons carrées, il y a un bel exemple, c'est la fouille de Daniel Storder à Gerfay-la-Mare, qui montre qu'en réalité, ça ne se fait pas évidemment du jour au lendemain. On a des maisons qui deviennent ovales petit à petit, et puis finalement, on arrive à créer l'angle, c'est-à-dire le chaînage. Mais si vous mettez deux murs, évidemment, deux murs droits l'un contre l'autre, ça ne tiendra pas. Donc il faut chaîner les murs pour que les murs soient solidaires et ne se cassent pas la figure, en définitive. Et là, elle a montré qu'il y a toutes ces étapes qui existent sur ce site. Voilà. Une autre question? Oui, je voudrais vous poser deux questions. Une que vous avez souhaité qu'on vous pose à propos du Maghreb et des difficultés que vous avez pour faire le point sur le néolithique et la transition avec, ou la communication avec le monde hispanique. Et puis l'autre sur je vois de la Gironde à la pointe de la Bretagne, un grand espace rouge, où on a tous appris une civilisation mégalithique. Quid des liens entre ces
ces mégalithes et ces tumulus qui sont en Bretagne avec le néolithique? Comment vous l'intégrez? Voilà. Alors, on va serrer les questions. Oui. D'abord, le problème de l'état de la recherche dans toute la zone méditerranéenne sud. Curieusement, ce néolithique qui se forge au Proche-Orient, logiquement, donc, il commence à migrer très tôt vers l'Anatolie, vers Chypre, etc. Mais il ne passe pas le delta. On a des chasseurs, probablement PPNB, qui sont allés en Égypte, puisqu'on a des pointes des Louam, par exemple, qui existent en Égypte. Mais la transmission du néolithique à l'Égypte ne s'est faite que dans le courant du 6e millénaire avant notre ère, en l'état des données, bien entendu. C'est pas... Autrement dit, ces paysans ne sont pas passés de l'autre côté. Lorsqu'ils entrent dans la vallée du Nil, ils ont marqué un temps d'arrêt d'un millénaire et demi au moins. Bon. Alors, sur la diffusion ensuite méditerranéenne, ils peuvent très bien d'ailleurs suivre la côte sans entrer en Égypte. Si dans la vallée du Nil, rien ne se passe au niveau du néolithique avant 6000, sur la côte, ils peuvent aller vers l'ouest. Le problème, c'est que nous manquons de données. Bon, on peut compter sur les doigts de la main les sites en Libye, ou Aftea, il y en a quelques autres, comme ça, mais ce sont des fouilles anciennes, c'est pas trop. En Tunisie, en Algérie, on est exactement dans le même cas de figure. On a les fouilles du temps de la colonisation française, fouilles à la pioche souvent, dont on ne peut pas tirer grand-chose. C'est le Maroc qui est le plus avancé, en quelque sorte, dans l'étude de ces premières cultures. Donc, il y a eu une fouille très belle en Tunisie récemment, mais c'est du néolithique de tradition capsienne. Autrement dit, on voit des chasseurs-cueilleurs, d'une certaine façon, qui se néolithisent, mais ils continuent de chasser. Alors, est-ce que c'est des chasseurs avec céramique? Est-ce qu'on peut les appeler néolithiques? Vous voyez, le problème, c'est qu'on manque réellement de données. Alors, il y avait la fouille de Colette Roubaix, là, dans une grotte de Lorès, qui montre que vers le fin de 6e, 5e millénaire, là, on est déjà probablement dans du néolithique. Bon. Alors, maintenant, je passe à l'autre question. Là, ce que vous avez en rouge, c'est les points où la civilisation du vase campaniforme s'est essentiellement implantée. Alors, il y a des zones, évidemment, où c'est implanté, d'autres où elle s'est peu implantée, d'autres où elle ne s'est pas implantée du tout. Donc, ça prouve que ces gens-là ont cohabité avec des gens du néolithique final dans les zones où ils ne sont pas présents. Il n'y a aucun lien, là, avec la Bretagne. On est en 2500-2200 avant notre ère. La Bretagne mégalithique, ils ont pu très bien, d'ailleurs, ces gens-là, réoccuper des dolmens. Et ils l'ont fait beaucoup en Bretagne. Mais les dolmens bretons sont plus anciens. Ils apparaissent, les dolmens couloirs, vers 4300-4200 avant notre ère. Ils ont eux-mêmes été précédés par les grands tumulus de la région de Carnac. Si vous allez à Carnac, par exemple, allez voir au moins le tumulus Saint-Michel, qui est extraordinaire, n'est-ce pas ? Qui sont des monuments qui ont été construits vers 4500 avant notre ère, et dans lesquels on trouve ces fameuses arches d'Apparat, on trouve ces colliers de perles ambaricites qui, eux, ne viennent pas de Catalogne, mais viennent probablement d'Andalousie ou de l'ouest de la péninsule ibérique. On est donc dans des périodes beaucoup plus anciennes. Voilà. Et beaucoup plus anciennes, alors curieusement, les gens qui sont enterrés dans les grands tumulus de la région de Carnac, vers 4500 avant notre ère, ils ont des arches d'Apparat dont les matériaux viennent du Piémont ou des Alpes occidentales. Ils ont des colliers de varicites qui viennent, je l'ai dit, soit d'Andalousie, soit de la région de Zamora, en Espagne. Vous voyez comment déjà ces personnages importants ont construit pour eux des tombes absolument extraordinaires, avec des matériaux qui viennent de très loin. Et par contre, à une époque plus récente, au 3e millénaire, on a ces tombes familiales dans lesquelles on bourre, on met des sujets, etc. Vous voyez comment, donc, vous avez toujours cette espèce de courbe entre tendance à valoriser les individus, et notamment certains individus, et puis les tendances au contraire à avoir un sentiment plus communautaire par rapport aux gens qui appartiennent au même ensemble social. Non, il y a des va-et-vient comme ça. Les sociétés se modifient, se structurent diversement au rythme du temps. Encore une question, la dernière, peut-être monsieur, oui. Oui, toujours pour revenir sur Chypre, est-ce que vous avez, parmi vos fouilles, trouvé des sites encore un peu plus anciens que Chirou-le-Cambos
Et est-ce que vous avez été, lors de prospection ou de fouilles, confronté à des camps de chasseurs prédateurs? Je sais qu'il en existe un en bordure de l'île qui avait été fouillé ou découvert très antérieurement et sur lequel était associée une faune locale insulaire qui n'était pas d'importation, en particulier les hippopotames nains, je crois. Et est-ce qu'on peut avoir une idée de cette confrontation sur l'île de Chypre? Très bonne question, mais réponse difficile aussi. Alors, on va être régressif, si vous voulez. On part de Chiurocambos. Chiurocambos, fondation vers 8500 avant notre ère. Et là, déjà, présence du porc, du mouton, de la chèvre et du bœuf. Bien. Du chien et du chat aussi. Il ne faut pas oublier les animaux de compagnie aussi, quoiqu'à l'époque, on les mangeait aussi. Si on vieillit un peu, Climonas et Agia Varvaras Procrémos, la fouille de Carole Macartney, autour de 9000 avant notre ère. Là, on a l'agriculture, on a l'amidonnier et on a encore la chasse. La chasse à un suidé, à un sanglier. Bon, vers 9000 avant notre ère. On vieillit un peu, autour de 10 000 avant notre ère. Alors là, on a probablement des chasseurs-cueilleurs représentés à Acrotiri, sur le site d'Aetokremnos, là, la fouille de Simons, et avec un suidé que Jean-Denis Vigne a déterminé d'ailleurs. Pendant longtemps, on a cru que c'était un daim. Vous savez que le daim a été introduit à Chypre et chassé au cours du néolithique. Bon. C'est un suidé. Donc ça prouve qu'il y a des visiteurs, des épipaléolithiques qui ont franchi la mer, qui sont venus s'installer à Chypre, qui ont importé un animal qu'ils ont chassé. Et en même temps, ils ont consommé la faune de l'île, c'est-à-dire une petite faune, des reptiles, des oiseaux, ils ont pêché probablement, etc. Et puis se pose le problème de ce qu'il y avait avant. Alors avant, eh bien, il n'y avait pas l'homme, et il y a eu, alors ça pose le problème de son extinction, les fameux hippopotames nains, les hipponains, qui sont ces faunes naines relictuelles qu'on trouve dans les îles de la Méditerranée. Alors là, il y a eu un gros débat, parce qu'il y en a beaucoup sur le site d'Aetokremnos, et la position, vous regardez les débats qui existent entre archéologues, la position du fouilleur, Simon, c'était de dire, bon, les premiers hommes qui sont arrivés, les premiers chasseurs, ont éteint les derniers survivants d'hippopotames nains en particulier. Bon. Il est à peu près le seul à défendre cette position. En général, on pense que ces faunes endémiques de la Méditerranée ont disparu avant que l'homme apparaisse. Voilà. Je me souviens, avec Vigne, on était allé aux États-Unis là, à un colloque sur Chypre. Et on avait vu les images du fouilleur, on avait bien vu la stratigraphie, et on avait bien vu que le site était affecté par des perturbations et qu'on avait bien une nuance entre le gros dépôt d'ossements naturel, c'était un cimetière naturel d'hippopotames et d'éléphants nains, et puis le niveau au-dessus dans lequel il y avait un horizon avec des mollusques, etc., avec du silex, c'était le niveau des premiers occupants. Voilà. Alors évidemment, vous savez, dans les sites archéologiques, tous les sites archéologiques sont des pièges. Et nous passons notre temps à dénouer les pièges. Évidemment, il y a des silex de ces premiers chasseurs-cueilleurs qui avaient percolé et ils disaient, mais voyez, il y a des silex avec les... Ah, l'archéologie n'est pas toujours une science facile. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout, là. Ah oui, alors peut-être qu'est-ce qu'il y avait avant Aetokremnos? Est-ce qu'il y a eu des gens avant Aetokremnos, avant Acrotiri? Alors là, il y a un gros débat. Il y a, comment il s'appelle, Hammerman, qui pense avoir trouvé, à la fois à l'est de l'île et à l'ouest de l'île, 2 sites qui sont des sites côtiers, qu'avec Kozlowski, ils attribuent à la fin du Paléolithique supérieur. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de faune, il n'y a pas de datation. Et vous savez, sur toutes ces îles de la Méditerranée, lorsque vous n'avez que des silex et que de l'industrie, les datations sont très difficiles. Vous avez un gros débat actuellement en Sardaigne là-dessus. On ne sait pas. On attend d'avoir des choses plus consistantes. Dame, là.
La dernière question, madame, oui. Petite question. Pendant 10 000 ans, merci. Pendant 10 000 ans, le niveau de la Méditerranée du point de vue géographique a été le même. Ça a changé. Bien sûr. Oui. Bien sûr, puisque au maximum de la régression, en gros, on estime en gros à 120 mètres le niveau qui était celui de la Méditerranée à ce moment-là. Donc ensuite, avec le réchauffement climatique, petit à petit, ce niveau est remonté. Et dites-vous bien qu'il n'est pas remonté du jour au lendemain, ça a pris du temps. Et dites-vous bien que pour estimer, restons en France par exemple, pour estimer sur les bords de la Méditerranée ce que pouvait être le peuplement mésolithique, le peuplement des derniers chasseurs-cueilleurs, en gros vers 7000, 6000 avant notre ère, et même les premiers peuplements néolithiques à ce moment-là, nous n'en savons rien, parce que tout ça se trouve sous les eaux. Donc il y a peut-être un gros avenir pour l'archéologie sous-marine, mais il faut penser que depuis cette époque, les courants marins ont balayé tout ça.